Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de PNB Club. On va passer en revue l'actualité du foot anglais et du foot allemand, les affiches du week-end prochain. Comme d'habitude, on est parti pour une petite heure d'émission. Salut Phil. Salut Philippe. Salut Jean-François. Salut Philippe. On est quasiment au mois de mai, donc la ligne d'arrivée ou les lignes d'arrivée sont en vue, avec toujours autant de suspense évidemment, et notamment en Première Ligue avec cette fabuleuse course au titre. On passe donc tout de suite à notre chapitre anglais. Donc l'Angleterre, effectivement, avec cette course au titre entre Arsenal et City. On va y venir, bien entendu, dans quelques minutes. Mais avant cela, un mot quand même aussi sur la Coupe d'Angleterre, puisque c'était les demi-finales ce week-end à Wembley. Et la finale va opposer Manchester City à Chelsea. En soi, c'est une belle affiche. Oh, c'est surtout la chance de Chelsea de peut-être sauver sa saison, parce que ça a été assez catastrophique. J'avais fait le match juste avant le licenciement exactement à Brighton, avant le licenciement de Rossenior, et je pense que je te l'avais dit au téléphone, mais je voyais pas comment il pouvait résister encore à ce cataclysme. Moi, j'étais triste pour les supporters de Chelsea d'avoir une équipe qui joue mal à ce point-là. Oui, c'était catastrophique. Bon, donc le licenciement de Rossenior ne vous a pas surpris. C'est plutôt l'inverse. S'il était resté, ça vous aurait surpris. Déjà, le recrutement, on avait parlé de ça à l'époque sur le fait que c'est juste déstabiliser un club pour le recruter comme ça en milieu de saison. C'était quand même pas déjà très sport, je dirais. Et puis, je sais pas, il a de bonne presse chez les Anglais. Je pense que là, il a perdu un petit peu de sa notoriété, de sa superbe. De sa superbe. Bon, ben voilà, on a retrouvé quand même un petit peu de joie du côté de Chelsea. Un peu, mais ce qui est terrible, c'est de voir la différence. Par exemple, leur capitaine, Fernandez, Fernandez, ce que je raconte, moi, c'est capitaine de Chelsea. Enzo Fernandez, c'est ça, oui. Je voulais juste revenir là-dessus, mais vous avez vu la différence entre sa prestation à Brighton et sa prestation dans cette demi-finale de Cup. C'est le jour et la nuit, c'est lui qui marque. C'est lui qui est l'homme du match aussi. Ouais, je pense que c'est lui aussi qui en avait marre de travailler avec Rossenior. Oui, il s'est fait suspendre pour 2 matchs pour 2 fois rien. En fait, on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission. Alors, sur le banc de Chelsea, c'était Callum McFarlane qui assure l'intérim et qui avait déjà assuré l'intérim lorsque Maresca avait quitté le club. Et il avait pris un point contre City avec un but d'Enzo Fernandez déjà aussi. Donc ces deux-là s'entendent bien. Visiblement. Apparemment, bon, on verra. Mais tu as raison de dire que c'est une... Et Lavia qui a joué, qui avait été à Brighton en grande difficulté, et de nouveau en Cup, un Lavia différent. Mais l'équipe était organisée différemment, etc. Et puis pour City, c'est chouette de les voir. C'est la compétition que Pep Guardiola préfère. Hein. C'est la fameuse Cup. Hein. C'est la 4e finale d'affilée. Mais la saison dernière, ils ont quand même été battus par Crystal Palace. Bon, on verra qui sera sur le banc de Chelsea bientôt. On parle de Andoni Raola, on parle de Marco Silva, on a aussi cité Xavi Alonso, même Lampard qui monte avec Coventry, donc il y a beaucoup de rumeurs, mais on verra. Fabregas aussi, on verra la suite. Mais c'est vrai que cette finale risque d'être vraiment importante parce qu'ils ne sont que 8e Chelsea en championnat. Donc ça, c'est vraiment l'occasion de prendre peut-être une Coupe d'Europe. Le match de la rédemption. Peut-être. Mais il faut battre City, ce qui ne sera pas facile. C'est pas évident non plus, ça c'est sûr. Voilà pour le FA Cup. On va passer donc maintenant effectivement à la Première Ligue. Quels sont les Belges tout d'abord qui se sont illustrés à l'occasion de la 34e journée? Un petit assist important pour Doku, pour De Kuiper aussi. Pour une fois, on en a 2 des assists dans la même journée. Ça n'a pas été très souvent le cas cette saison. C'est vrai qu'on a pris des habitudes aussi avec les Belges en Première Ligue, mais pour l'instant, c'est quand même moins efficace, on va dire, sur le plan offensif. Je veux quand même insister sur le fait que De Kuiper est monté, il a marqué très bien. Pour le reste, il joue pas beaucoup. Il a donné un assist. Oui, pardon, il a donné un assist, mais il joue pas beaucoup et ça reste quand même notre titulaire au poste de latéral gauche en équipe nationale, ou en tout cas potentiellement titulaire, vu son temps de jeu. Est-ce qu'il y aura un cheminement dans la tête de Garcia pour peut-être avoir d'autres idées, je ne sais pas. On verra. Il faut signaler aussi que Castagne a marqué un but qui a été annulé, mais on parlera de Castagne un petit peu plus tard dans l'émission. Alors, qui d'Arsenal au City sera champion? On se pose évidemment la question depuis des mois et je pense qu'on n'a pas fini de la poser parce qu'on se la posera sans doute jusqu'à la fin. Arsenal a toujours 3 points d'avance, mais City a joué un match en moins. On rappelle quand même toujours le classement. Et aujourd'hui, pour parler de cette fameuse lutte pour le titre, on accueille Pascal Van Den Brul, qui est un
grand supporter de Manchester City, par parenthèse du RWDM aussi, mais bon, ça, on en parlera lors d'une prochaine émission. Tu es déjà venu, salut Pascal, tu es déjà venu dans cette émission. Comment vas-tu ? Oui, ça va très bien. On a eu quelques problèmes de connexion là, mais bon, ça marche. Voilà, c'est fait. Tu es avec nous, tant mieux, c'est l'essentiel. Comme je disais, tu es déjà venu dans cette émission. Alors moi, je me souviens, il y a 2 mois et demi, quand tu es venu dans l'émission, tu avais dit à l'époque, on a 4 points de retard avec City, pas de problème, l'heure du comeback de City a sonné. Ben on y est, hein Pascal, tu avais raison. Ben oui. Oui. Bon, mais maintenant, il faut un peu regarder le calendrier. Pas gagné, hein, parce que bon, on va avoir beaucoup de matchs, 5 matchs en 15 jours, 4 matchs en 10 jours, donc Arsenal va être un petit peu avantagé, sauf cette semaine où il joue l'Europe. Mais après, on a les matchs contre Crystal Palace, il faut le rattraper, on a le match de coupe, et eux n'ont rien. Donc voilà, ça va être compliqué. Mais enfin, il y a quand même ces matchs de Ligue des Champions qui risquent de peser aussi du côté d'Arsenal. Tu étais à l'Etihad aussi, je pense, il y a une dizaine de jours, là, lors de la victoire de City face à Arsenal. Tu n'as pas regretté le déplacement, forcément. C'était chaud, il y avait de l'ambiance, c'était chouette ? Oui, très bien. Il y avait quand même pas mal d'ambiance de côté d'Arsenal aussi. Ça, il faut le reconnaître. Et bon, le match était ça s'est joué sur des détails. On aurait pu même faire un nul ou même perdre, mais bon, voilà. Il faut un peu de chance dans la vie. Il est objectif, c'est bien. On ne prend dans cette émission que des gens objectifs. Non, c'est bien, c'est bien. Bon, Pascal, on va parler du match de City à Everton dans quelques instants, mais d'abord, on va parler aussi du match entre Arsenal et Fulham, parce que ce match-là a lieu avant le match de City, donc ce sera samedi à 18h30, avec une question quand même. Est-ce qu'Arsenal est remis en selle suite à sa victoire face à Newcastle ? Oui, plus ou moins. Je pense qu'il y a une partie de ça. Après, ça va très vite en football. Donc c'est vrai que ce qui se passera ce soir en Ligue des Champions sera aussi déterminant pour la confiance d'Arsenal. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des points sur lesquels Arsenal, mais on en reparlera dans quelques instants, mais je parle des phases arrêtées par exemple, où on peut se dire, il y a quand même, je dirais... Je ne sais pas s'ils ont retrouvé confiance, mais en tout cas, ils ont retrouvé la dynamique de la victoire. Reste à conclure maintenant. Et puis, je notais quand même que, alors, ils vont rencontrer Fulham, West Ham, Crystal Palace dans les derniers matchs maintenant de la saison, plus Burnley comme dernier match. Ça veut dire quand même 3 matchs dans l'esprit d'un derby. Ce qui veut dire que ça reste des matchs quand même toujours un petit peu particuliers. Justement, les derniers, tu parles du derby face à Fulham. Les derniers résultats d'Arsenal contre Fulham, les voici. Bon, beaucoup de victoires quand même, 4 sur 7. Mais quand on voit les résultats, ce ne sont effectivement jamais des matchs faciles, ou rarement des matchs faciles. Ce sont des derbys. Ce sont des derbys. Fulham, c'est une équipe joueuse. Peut-être qu'avec un peu plus de pression aussi pour Arsenal, parce que, encore une fois, ils doivent jouer sur les 2 tableaux avec la Ligue des Champions. Ce match se situe entre 2 gros matchs face à l'Atlético Madrid. Très gros. Il faut voir dans quel état d'esprit mental. Ils doivent tout gagner. En championnat, je veux dire, Arsenal, pour quand même se donner la meilleure chance de finir champion. Ça va être compliqué de garder un flux nerveux et physique 3 matchs de suite. Maintenant, je crois que ce sont les 3 matchs clés, en fait, qu'ils vont jouer. Sur la suite, ça peut avoir beaucoup d'impact. Le match aller entre ces 2 équipes, c'était le 18 octobre, 0-1 pour Arsenal à Craven Cottage, but de Trossard à l'époque. Bon, effectivement, période assez compliquée pour Arsenal dernièrement, sur quelques semaines notamment. Le mois d'avril, comme d'habitude. Oui, le mois d'avril avec cette défaite notamment à City. Arsenal s'est donc bien repris le week-end passé contre Newcastle. C'était pas un match extraordinaire des Gunners, si vous allez l'entendre. Mikel Arteta le reconnaît également. There were moments in the first half, there were moments in the second half. Certainly we had so much discipline and courage and great habits defensively, but with the ball there are moments that we have to do much better. We want to be much more dominant in the game. With the ball? Yes, with the ball, yeah. In what areas particularly? In many areas, in the way that we don't finish actions, the amount of time that we get into positions, that we have to have some end product and get set in the final third and continue there, and the play breaks up. But the important thing is the reaction to those plays when that happens. On sent quand même qu'il y a peut-être
plus de tension, de nervosité ou de stress du côté d'Arsenal que du côté de City, non? Là, je le trouve un peu soulagé pour le coup. Oui, mais je ne parle pas de lui, je parle de l'équipe. De l'équipe, oui, ça, c'est normal. Mais je pense qu'il y en a aussi au niveau de City, sauf qu'eux, ils sont dans une dynamique beaucoup plus positive ces dernières semaines. Donc ça change un petit peu le rapport aussi qu'on a, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'avaient plus rien à perdre. Ils sont revenus, ils ont toujours ce match de retard. Je pense que là, c'est une meilleure situation mentale pour eux. Arsenal a été en tête quasiment pendant toute la saison. En tout cas, à partir du moment où ça devient vraiment significatif. Et là, ils sentent le vent du boulet qui arrive. Ils ont des mauvaises expériences de ce vent du boulet depuis de nombreuses années. Donc, c'est ça, en fait. Ça fait une grosse pression sur la. Pour autant, je ne sais pas. Je ne suis forcément pas supporter ni d'une équipe ni de l'autre. Mais si je devais donner un petit avantage, je ne sais pas pourquoi, un feeling me dit que je donnerais quand même un petit avantage à Arsenal. Oui, sur pour cette fin de saison. Et je parle il parle de stabilité défensive, c'est en même temps ce sur quoi il a mis l'accent ces dernières années aussi. Hein. Il a voulu cette équipe défensivement solide. Voilà, mais petit avantage quand même pour eux. Puis je trouve quand même que Arteta, que j'ai trouvé parfois psychorigide dans certaines de ses interviews, là je trouve plutôt souriant. Souriant, sauf quand il parle de l'arbitrage. Parce que là, on va l'écouter. Ouais. Après, c'était à la conférence de presse d'après-match, il a quand même évoqué l'arbitrage. Pas trop content de l'arbitrage, à cause notamment d'une faute contre Newcastle de Pope, donc le gardien de Newcastle sur Gyökeres. On écoute Arteta sur ça. It's a clear red card. I watched it 10 times. You have ever played football. It is a red card. It's the second time in 2 games because against Manchester City, when Kai Havertz goes through and Kusanov's fouling 1-1, the title is there. It is a red card, guys. So these are the margins as well. And hopefully that's going to change. Honnêtement, alors je ne sais pas votre avis, mais on peut peut-être. Je trouve qu'on peut vraiment discuter. On ne peut pas lui donner tort non plus. On peut discuter. Non, mais dans le match contre City, franchement, on peut discuter d'autres choses. Le traitement que reçoit Haaland, il y a quand même un tête contre tête. Ça peut aussi voler rouge quand même. Alors ça peut. Ça vaut rouge aussi. Je m'étonne toujours que forcément les entraîneurs ne voient, mais il y a un mouvement de la tête de Gabriel. Donc à partir du moment où il y a un mouvement de tête, il a son maillot. Il a plusieurs occasions de prendre 2 cartes jaunes aussi dans ce match. Ouais. Je trouve que là, on peut discuter. Voilà, Pascal. Bon, tu en penses quoi? Rouge pour Kusanov, rouge pour Pop ou pas? Et est-ce que City est avantagé par l'arbitrage? Tu vas dire non, évidemment. Évidemment que je dis non. Arsenal a été avantagé toute la saison par l'arbitrage parce que apparemment les arbitres ils en ont marre qu'on est champion quoi. Donc là sur ce coup-là, Kusanov c'est pas très clair. Par contre le coup de tête sur Haaland, ça c'est très clair et ça c'est étonnant. Ben bon, c'est un Viking, il se laisse pas tomber non plus. Hein. Donc il avait dit bien après le match également, je me laisse pas tomber quoi. Ouais. Voilà, il tombe de tellement haut qu'il pourrait faire mal. En fait. Oui, mais ceci dit, et Pep Guardiola intervient aussi. Qu'est-ce qu'on doit dire alors du traitement réservé à Jérémy Doku ces dernières semaines où il a été matraqué aussi. Je veux dire, honnêtement, et puis là où je rejoins ce que Pascal dit, c'est que, souvenez-vous des nombreuses phases arrêtées où on était quand même borderline. Ouais. Donc oui, je comprends sa frustration parce que les phases en question, je suis d'accord, sont peut-être... On peut peut-être sujet à caution. Voilà, exactement. On aurait pu en effet siffler, mais sur l'ensemble de la saison, il doit se plaindre. Ouais, c'est la fin de saison. À un moment donné, tout le monde essaye de mettre la pression sur les arbitres. C'est les petits détails qui fera peut-être qu'ils seront champions ou pas. Voilà. Bon c'est toujours comme ça. Bon, on en revient au jeu. Et tu as déjà abordé rapidement la question des coups de coin d'Arsenal. On en parle évidemment depuis des années. C'est sur coup de coin que les Gunners ont marqué le seul but du match, but d'Eze, sur un coup de coin joué court et au sol. C'était pas la première tentative, c'était la 3e en quelques minutes. Et quand on regarde les stats, on se dit quand même que sur cette rencontre-là, 4 coups de coin joués court sur 7, c'est un gros pourcentage. Hein. C'est largement plus que pendant toute la saison. Ils utilisent assez peu cette arme-là, mais je pense que c'est aussi le résultat d'une observation de l'adversaire. Sûrement. De la manière dont ils défendent en zone, qu'à un moment donné, ils se disent... ils ont essayé 3 fois, la 3e fois, c'était la bonne. 4 fois au total, mais les 2 premières fois, ça ne marche pas. Et le public commençait un peu à ronchonner. Ben oui, parce qu'ils ont l'habitude de voir les 3 ou 4 joueurs qui passent devant le gardien. Enfin, tout le monde connaît maintenant la tactique et ça semble...
aussi de mieux en mieux compris par l'adversaire. Donc c'était une bonne idée de changer, je pense. Je m'étonne à l'inverse que 3 fois de suite ça marche quand même. Hein. Non, la deuxième fois, ça n'a pas fonctionné. Non, oui, non, oui, parce qu'eux jouent pas trop bien le coup. Pas trop bien le coup, mais qu'après, enfin, on dit jamais 203, mais enfin, quand on te fait 3 fois le même coup. Tu as raison. Et que la 3e fois, tu te fais encore surprendre, bon. Oui, non, c'est vrai. Mais c'est au minimum de la maladresse. Oui, bon, ok, voilà. Ça fait partie de la préparation, de l'analyse de l'adversaire. Oui, absolument, etc. absolument, Donc, absolument. Et le buteur de ce match, évidemment, c'est Eberechi Eze. Alors, but superbe. Frappe magnifique dans l'angle du but. On va écouter Paul Merson à propos de Eze. Alors, Paul Merson... Il savait frapper aussi, lui. Hein, il savait frapper pour les plus jeunes. C'est 424 matchs avec Arsenal dans les années 80, mais surtout dans les années 90. That's what they bought him for. They bought him for that magic. He's got the magic. He's a very talented footballer. Plays with a lot of freedom. He plays with a lot of freedom. Not many people score that goal. You know, professional footballers, you can take it many times. To get that the way he hit it against a very good goalkeeper in Pope, he's the X factor. You need to get the X factors on the pitch, and they're the ones who make the difference. You know, you'll get your players that run around, you'll work hard, and they'll be great for the team. But you have to that little bit of magic. You have to, otherwise, nothing ever happens. So for me, you know, he's paid back everything in one go. Le facteur X, Eze, cela dit, il a quand même été un peu irrégulier sur. Mais c'est un joueur irrégulier. Mais c'est un joueur de coups. Saison. C'est un joueur qui peut faire des coups. Il a marqué 5 buts en 2 matchs contre Tottenham, hein, on le rappelle. Oui, mais il a cette capacité, en effet, dans un jeu qui peut parfois sembler un peu stéréotypé offensivement, je parle. Hein. Comme le disait il y a 2 minutes Arteta, notre jeu avec ballon peut se bonifier, et je pense que lui peut, en effet, par moment, sortir l'équipe d'une... Voilà. Après, si vous voulez être plus fluide dans le jeu, peut-être que Trossard est un bon choix aussi. Mais on voit bien que Eze, dans une fin de saison comme ça, quand il faut des résultats, quand les matchs sont assez fermés, etc., c'est un joueur qui peut, à un moment donné, sortir quelque chose comme cette frappe-là. Ouais. C'est un des meilleurs frappeurs de Première Ligue. Hein. On va le voir sur les dernières saisons. Donc, depuis août 2022, c'est le joueur qui a marqué le plus de buts en dehors de la surface. Oui. 10, c'est pas mal quand même. D'autres gars quand même qui ont aussi de la dynamite dans le pied. Fernandez, Foden, Hudson-Odoi et Cunha. D'autant qu'on marque quand même relativement moins de buts de l'extérieur du rectangle que par le passé. Oui, ça revient absolument. Un petit peu parce qu'il y a ces centres en retrait qui offrent, comme d'ailleurs sur le but marqué par Eze, qui offrent la possibilité de rentrer. On a vu plus de buts de ce type-là, mais avant, à l'époque de Paul Merson, on marquait beaucoup plus souvent de l'extérieur du rectangle. Hein. Bon, après, la qualité des gardiens, des défenses, des joueurs qui sortent sur le porteur du ballon, ça change beaucoup de choses. Il y a les théories des entraîneurs qui peuvent faire désormais le jeu construit, etc. C'est vrai qu'à l'époque, les bonnes frappes... à notre époque, hein, c'était ça peut dépendre des championnats. En Allemagne, il y a encore des vrais frappeurs. Oui, bien, il y en a partout. Hein. Il faut les utiliser, c'est tout. Petite parenthèse, donc il a coûté quand même 70 millions d'euros en arrivant de Palace, Eze, mais il est sorti blessé contre Newcastle. Il est apte en principe à jouer le match face à l'Atlético Madrid. Par contre, Havertz qui est sorti aussi, lui, non. Hein, donc il est encore blessé. C'est une grosse rechute pour lui apparemment. Voilà. Il y a le retour de Saka aussi, bien sûr, du côté d'Arsenal qui peut faire du bien. Pascal, pour en revenir à Eze, il a marqué un magnifique but, évidemment. Ça ne t'a pas forcément fait plaisir, je l'imagine. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe d'Arsenal. Si tu devais prendre un joueur d'Arsenal pour le mettre du côté de City, tu prendrais lequel ? Saliba. Ah oui. Ou bien Gabriel, mais Gabriel, je sais pas s'il joue au foot, lui, il joue plutôt au rugby, ou je sais pas ce qu'il joue. Mais moi je prendrais un défenseur central parce que c'est quand même là qu'on n'est pas terrible. Bon, ça va mieux quand même. Ça va mieux avec Billy, Kuzanov. Ça va mieux. Il y a le Kuzanov, mais le Kuzanov, il est bon, mais techniquement, il n'est pas assez fort pour moi, pour jouer à City. Enfin, voilà quoi. Mais, si vous me permettez, j'aimerais bien faire une petite remarque sur les corners d'Arsenal.
Je pense qu'il y a plusieurs équipes qui ont trouvé le remède. Et en fait, ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'on bloquait les joueurs défensifs se mettaient au premier poteau et devant le goal, et personne au deuxième poteau. Et comme ils rentrent tous dans le jeu, l'équipe elle est prête, elle se fait pas bousculer quoi en fait. Donc ils ne jouent plus l'individuel. Enfin Pep en tout cas il faisait ça. Il joue plus l'individuel, mais il laisse venir les gars et ils sont en place. Donc, on ne sait pas les bousculer, quoi. Je pense que c'est ça la tactique. Et Arsenal, ils ont vu ça et c'est pour ça qu'ils jouent court maintenant. Ils essayent autre chose. Voilà. Pascal lit dans les pensées. Oui, et puis je pense qu'on surestime quand même l'impact des phases arrêtées des corners, surtout des corners, je pense, sur le nombre de buts marqués sur une saison, parce que la deuxième équipe qui en a marqué le plus, c'est Tottenham, qui est presque descendant. Donc c'est pas significatif sur les résultats non plus. Il y a beaucoup d'autres manières de marquer des buts, et c'est pas ça qui fait. Je pense pas que ce soit ça qui fait la différence. C'est un peu le buzz parce que voilà, c'est travaillé et qu'on a peut-être pas trop l'habitude de voir que. Je rappelle qu'en moyenne, j'avais une fois calculé, il faut à peu près 30 corners pour marquer un but sur l'ensemble du championnat. Donc c'est pas vraiment systématique comme. J'aime bien le mot de Philippe, c'est le buzz en fait. C'est ça le truc, c'est qu'à un moment donné, ça se fait. Vous avez remarqué que tout ce dont on parle, et on aura encore l'occasion dans l'émission d'avoir à peu près la même chose, c'est-à-dire c'est à un moment donné quand la presse parle de quelque chose, ça devient comme ça l'élément une vérité en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Moi je remets absolument pas en cause le travail bien sûr. qui est fait dans les clubs, et c'est nécessaire d'avoir quelqu'un qui se spécialise, etc. En même temps, on voit bien maintenant qu'il travaille toujours autant, le gars qui est là, mais ça marche moins bien. Ouais. Donc ça correspond aussi à des momentum, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'en face, il y a des gars qui défendent et qui, pour le coup, ne défendaient pas très bien quand ils prenaient des buts, qui défendent mieux maintenant, en partie parce qu'ils ont sans doute changé l'organisation en elle-même, même si on ne va pas se perdre dans les organisations. Non, mais c'est sûr. À un moment donné, il y a l'effet de surprise, où il n'y a plus d'effet de surprise à un moment donné. Au moins un peu trop longtemps, l'effet de surprise. C'est vrai. Bon, un mot sur Fulham, qui a battu Aston Villa quand même 1-0 le week-end passé, c'est pas mal. Fulham est 10e et fait partie de ces équipes qui peuvent encore croire à l'Europe. 48 points, ils sont là. Il y en a beaucoup, mais c'est serré. Il y a un gros essaim qui est en position de remonter pour aller chercher des places européennes, parce qu'on ne sait pas encore combien on en aura non plus des places européennes en Angleterre. Ça peut être 8, 9. Donc voilà. Intéressant, c'est une équipe dont on ne parle pas énormément finalement, mais qui est quand même là et qui fait preuve, je dirais, de beaucoup de régularité. Ils font une chouette saison, Philippe. Mais ils font une bonne saison. Oui, bien sûr. Ils ont de la stabilité sur la durée, je dirais. Et notamment depuis la remontée en 2022. On va voir les chiffres. Depuis l'arrivée de Marco Silva, en fait, on rappelle que c'est lui qui est parvenu à faire remonter Fulham de la Championship à la Première Ligue en 2022. C'était quand même son premier fait d'armes. Et puis, c'est constant. C'est stable. C'est stable. Tout en ayant quand même un profil économique où il faut... Enfin, il y a du... Oui. Pas des moyens énormissimes. Non, et un gros capital de sympathie aussi, je pense, à la fois de la presse, du public, de tous les supporters, parce que Fulham, c'est un chouette stade, c'est plutôt un chouette état d'esprit. C'est pas une équipe qui ferme. Oui, c'est magnifique en plus comme endroit. Ça coûte cher en ballon. Oui. Mais bon, c'est vrai. C'est l'équipe sympa de Première Ligue. C'est une équipe sympa. Fulham, ça peut toujours été, je trouve. Ils n'ont pas de grandes stars, mais ils ont aussi des joueurs qui s'inscrivent dans la durée. Tu sais quoi ? À l'image de Castagne. Ah ben voilà. Oui, c'est exactement ça. C'est pas quelqu'un qui a coûté des sommes extraordinaires. C'est pas un nom ronflant, on va dire, du football en Premier League, mais il est là. Il est là depuis longtemps. Un joueur sur lequel on peut compter et qui a fait un bon match. Ouais, face à Aston Villa. J'ai vu le match. Il est à l'origine du but, même si c'est pas un assist parce que c'est lui qui donne le centre et puis ça, il y a encore une passe et puis il marque un but qui est annulé, but de la tête au second poteau, but annulé pour un bloc d'un équipier sur le gardien. C'est pas mal. Parce qu'on l'avait eu dans l'émission aussi, il n'y a pas si longtemps. Il regrettait un peu d'avoir toujours ce parcours en dents de scie, parce qu'il joue certaines périodes. Et puis, il est sur le banc pendant toute une série de matchs. Et puis, il reprend. On sait qu'il est en concurrence avec Tête. Oui, mais il avait dit aussi que
il restait dans ce club parce qu'il aimait l'ambiance et que c'était vraiment ça lui convient. Le club qui lui avait apporté le plus de satisfaction sur le plan des relations humaines et c'est pour ça qu'il continuait à... Il ne cherchait pas à partir. Quoi. Il symbolise très bien ce club. Voilà, vraiment. Voilà. Il était arrivé de Leicester quand Leicester était descendant. Je fais une petite parenthèse. Leicester qui, entre-temps, redescend encore en League One, hein, donc 10 ans exactement après. À cause de la sanction qu'ils ont pris pendant la saison aussi, hein, parce que ces 6 points, je crois qu'ils ont pris, ça leur coûte leur place en Championship. Voilà, bon, allez, on en vient maintenant au match de Manchester City. Ce sera donc à Everton lundi. C'est lundi, hein, donc à 21h, avec une question. Voilà, je vous la pose comme ça. Est-ce que Manchester City est trop fort pour tout le monde et donc pour Everton aussi? Une question. C'est une drôle de question. Je crois que dans cette période de la saison, j'ai envie de dire, personne n'est vraiment trop fort pour qui que ce soit, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Everton n'a rien à perdre et tout à gagner de se éventuellement. Attends, Phil, ils sont aussi en route pour l'Europe. C'est ce que je veux dire, de se qualifier éventuellement pour l'Europe, mais ce n'était pas un objectif de début de saison. C'était un plus. Non. Et ils vont jouer dans leur stade. Ce sera la première fois que City va dans ce stade-là, même si on va le montrer, les résultats sont excellents. Moi, je vais laisser. J'ai envie d'écouter l'avis d'un supporter sur ce déplacement. Est-ce qu'il le craint ou pas, lui, Pascal? Oui. Enfin, ce déplacement, il est à côté de la maison. Hein. C'est qu'à 60 km, si je me souviens bien. Mais bon, ce sera pas facile. Hein, parce qu'Everton, c'est quand même costaud. Et moi, j'aimerais bien voir le duel Doku contre O'Brien, Jake, un ancien de la maison olympiquoise, et qui est très, très rapide. Donc, Doku, sa vitesse... c'est pas si pourra l'employer tellement, quoi. Bon, toi, tu es copain avec tous les anciens joueurs du RUDM, donne-lui un coup de fil, hein, non? Mais j'ai même une photo, mais je la trouve plus. Non, mais en fait, si moi je vous ai posé la question, je connaissais votre réponse évidemment, mais c'est parce que justement, si on regarde les 18 derniers matchs entre ces deux équipes, on va voir l'infographie, regardez, sur les 18 derniers matchs, 15 victoires de City, 3 partages, aucune victoire d'Everton. Dernière victoire d'Everton, c'était en 2017. C'est du tout cuit, ça, Pascal, non? Oui, mais les stats, c'est pour les stats, ça compte pas à l'heure actuelle, je pense. Ça, c'est bon. Il y a beaucoup de statistiques qui tombent aussi un jour, donc voilà. Quand on regarde ça, oui, ça va être facile, mais ça ne le sera pas. Je pense que ce sera de nouveau peut-être une victoire toute courte d'un but, et on verra. Mais bon, moi, je pense pas qu'on va mettre plusieurs buts, qu'on va faire un grand écart à Everton. Non, voilà. Après, je suis d'accord avec vous. Évidemment que c'est un déplacement compliqué. Moi, j'ai toujours, depuis quelques semaines, dans l'idée, je ne sais pas pourquoi, que si City perd des points, c'est là. Alors, ce qui est marrant, c'est que, en fait, ce qui pose problème, en fait, c'est pas le déplacement en soi. Mais c'est le fait d'aller à Everton, qui a un profil d'équipe qui ne convient pas nécessairement à Manchester City. Je m'explique. Depuis que Moses est revenu à Moses. Edwin Moses, c'était les 400 mètres il y a 30 ans. Non, depuis qu'il est revenu à Everton, ils sont revenus à cette espèce d'ADN qu'il avait déjà mis à l'époque, qui était un football assez direct, un power football un petit peu. Et ça, je pense que ça... Alors justement, quand on parle de l'aspect défensif de City, ils n'aiment pas beaucoup ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils risquent de se créer dans ce match-là ce que City n'aime pas, c'est-à-dire des 1 contre 1 contre les défenseurs, avec une équipe qui va verticaliser son jeu très vite et jouer sur des contre-attaques. Mais quand je dis jouer de contre-attaque, c'est avec un jeu long. Et donc, il faut être très prompt dans ce genre d'exercice. Et City n'aime pas trop ce genre de match. Là, je pense qu'il y a danger. On va voir, on va reparler aussi. Maintenant, footballistiquement, il n'y a pas photo entre les deux. Non, évidemment. On va reparler de tout ça, d'Everton et de Moïse aussi dans un petit instant. Mais je voulais d'abord vous faire écouter quand même une réaction de Pep Guardiola après la qualification en FA Cup pour Southampton. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été aussi simple que cela. Ça a été meilleur en deuxième mi-temps après quelques changements. On écoute Pep Guardiola qui, vous allez l'entendre aussi, a toujours un petit mot taquin, on va dire, pour la presse. Not much journalists here, right? The game looks like it's not important, but the good ones are here, right? The good ones. 19 games unbeaten, Southampton. I never thought it would be easier. So
The energy that we've had the second half with Jeremy Osavio, for example, and the other players, it start from the beginning, they will not have this energy. Because Jeremy, especially when you play 3 days, the risk to get injured is so massive, and a lot of players deserve to play. The first half was not bad, so we didn't concede much. In the second half, we play in the level that we play in Burnley. Unfortunately, we are arriving 80-yard box, and we are not clinical enough, and you have to wait a holding midfielder make an outstanding goal like they scored in the first. So football is how many times the second half Southampton crossed the halfway? One. And what a goal. Ouais, effectivement, il y a des beaux goals dans ce match. La qualif est là. Il le dit aussi. Il gère son effectif, notamment Doku, pour éviter la surcharge. Mais tout ça est important quand même. Joueur explosif, il faut faire attention. Il a raison. Ah oui. Oui, bien sûr. C'est le moment le plus difficile de la saison. Le petit avantage que pourrait avoir City, c'est qu'ils ont l'expérience de cela et que très souvent, ça a tourné en leur faveur. Ouais. Guardiola sait comment gérer ce genre de situation. Ouais. Ils ont cette culture-là. Maintenant, la transmettre à son groupe, c'est pas toujours évident. Ça peut dépendre d'une blessure. Enfin, une blessure ne changera pas totalement une équipe qui a autant de possibilités. Mais voilà, c'est compliqué, mais pour l'instant, il gère bien la situation. Doku, il est quand même dans une forme assez exceptionnelle. C'est aussi le facteur X, puisque Paul Merson parlait de ça. Il avait quand même déjà donné un assist contre Burnley récemment. Ici, il marque. On va voir ses stats contre Southampton. Et il faut rappeler quand même aussi qu'il n'était pas titulaire et qu'il n'est monté qu'à la 58e minute. 45 touches de balle en aussi peu de temps, ça veut dire que dès qu'il est sur le terrain, il joue sur lui. Voilà, il attire les ballons et il attire ces fameuses situations dans lesquelles il est en un contre un. Je comprenais tout à l'heure Pascal qui disait O'Brien, c'est un duel qui va être sympa à suivre. En même temps, même s'il est rapide, il n'est pas nécessairement rapide sur ses premiers pas, l'ancien Molenbeekois. Donc, il y a quand même un petit avantage à Doku. Tout le monde, alors Doku, quel que soit le joueur qu'il retrouve, au niveau de la vitesse, il a toujours un avantage, parce que c'est le plus rapide. Non, mais je réagis à ce qu'il disait tout à l'heure, même si je suis d'accord avec parce qu'il c'est un grand gabarit, donc on va un match intéressant. Tu pries, j'imagine, comme beaucoup de gens, tu pries pour que Doku ne se blesse pas. Alors, c'est le cas des supporters de City, mais c'est notre cas aussi pour les Diables, bien sûr. Pascal. Oui, certainement. Mais bon, comme on le disait, sur les premiers mètres, il est rapide. Mais je l'ai déjà vu courir derrière un attaquant et il ne le rattrape pas nécessairement. Il a surtout un terrible démarrage. Doku, et là, on ne sait pas l'arrêter. Parce que, tous les matchs, on ne voit pas tout dans les résumés, mais souvent, il passe et puis il n'y a personne pour conclure aussi. Donc, ces centres arrivent, mais il n'y a personne. Donc, il perd beaucoup d'assists à cause de ça. Mais on espère aussi qu'il ne va pas se blesser. C'est pour ça que Pep, il le sait bien. Pep, il l'a dit là tout de suite. Il faut faire gaffe avec Doku qui se blesse pas, parce que là, City perd une de ses armes les plus importantes parce qu'on joue toujours contre un mur et lui, le mur, il sait le franchir, donc voilà quoi. Ouais, c'est vrai que c'est, comme on dit, l'ouvre-boîte, c'est le détonateur à un moment donné. Moi, honnêtement, alors c'est facile de le dire, mais j'ai rarement vu un joueur qui avait un coup de rein pareil sur les jamais. Mais toute l'Europe entière fait la même conclusion. Oui, c'est Thierry Henry qui, lorsque Doku venait d'arriver à City, avait dit ça. Je n'ai jamais vu un joueur avec cette qualité-là. Parce qu'il l'avait connu, évidemment, en équipe nationale. Ouais, il fallait qu'il soit un peu poli, dans le sens polir. Oui. Et c'est ce que Pep Guardiola lui apporte pour l'instant. Je pense qu'il arrive à lui donner cette meilleure... analyse des situations, quand dribbler, quand ne pas dribbler, voilà. Et puis, non, c'est intéressant. En tout cas, si City cette saison est champion, je pense qu'il aura été quand même un élément déterminant. Pour le coup. Okay. Autre joueur de City qui a fait un gros match quand même contre Southampton et qui a marqué le but décisif et qui est le but là aussi, c'est Nico Gonzalez qui était titulaire évidemment puisque Rodri, je vous le rappelle, est blessé. On écoute justement Nico Gonzalez. Obviously, every player wants to play
all the minutes possible, but the competence is really hard here, and I accept the minutes that I have the chance to play. Yeah. And well, I've been here, I think this is the fourth time or third time, and I hadn't the chance to play in the starting 11, so being able to play 90 minutes here and scoring a goal, it's amazing. Nico, I know that your family are going to be very proud of that goal, your performance as well. And your dad played football with Pep Guardiola for Spain, didn't he? Yeah. I just think that's incredible. I mean, he must be so proud watching you play for Man City now. Yeah, he is. He suffers a lot also, which is, I guess, my mom used to always say that when she used to watch my dad, she didn't suffer, and with me, she suffers so much. So. Et oui, ça, ce sont les mamans avec leurs fils. C'est vrai, Phil, son père, effectivement, il a joué avec Guardiola en équipe nationale d'Espagne. Il jouait au Deportivo La Corogne dans les années 2000. C'était un bon joueur. Fran, c'est Fran, on l'appelait Fran. C'était une belle époque aussi pour le Deportivo, qui a été loin en Ligue des Champions, qui a été champion. En 2000. Ouais. Il est tellement courant maintenant de voir. Vous avez déjà compté le nombre de footballeurs fils de. Exactement. Ouais, c'est vrai, de plus en plus. C'était pas le cas avant. Hein. Non. Donc là, vraiment, il y a un truc qui se passe, quoi. Les mecs sont tellement plongés dans cet univers et puis il faut avoir des qualités. Mais ce serait bien une fois faire ce calcul-là. Mais... Ouais, de faire de les répertorier. C'est vrai qu'il y en a beaucoup plus qu'avant. Moi, avant, qu'est-ce qu'on avait connu Bon, on va pas les citer parce qu'on va dire qu'on est trop vieux. Les frères Van de Kerkhoff. Romelu Lukaku. Ah oui, le père et le fils. Oui. Mais bon, Romelu avait quand même Mais c'est un bon attaquant aussi, le père. C'est quand même une autre époque. Maintenant, il est plutôt sur la fin de sa carrière aussi. Tout à fait. Bon, il est passé par le Barça, Valence, Porto. Il est arrivé en février 2025 pour 60 millions. Mais c'est intelligent aussi comme transfert de le prendre l'hiver dernier, tout en sachant que il y a des joueurs qui potentiellement peuvent partir ou qui vont partir. Bernardo Silva, Rodri. Oui, enfin, c'est la blessure de Rodri qui. Oui, mais il est là. Je pense. Mais non, mais le choix est excellent à mon avis parce que Guardiola, il a ses antennes en Espagne. C'est le type de joueur à la Rodri dont il avait besoin. Je pense qu'il n'a pas encore le même impact sur le jeu, mais il a de l'avenir dans cette équipe, dans ce rôle-là, je crois. Il a vraiment les bases pour être un futur Rodri. Dans le futur. Il faudra encore sans doute un peu de temps. City se déplace donc à Everton qui est 11e et qui peut donc rêver d'Europe. On en a déjà un petit peu parlé. Cette équipe reste sur 2 défaites dans le derby contre Liverpool et à West Ham. Mais c'est une équipe, on l'a dit, qu'il ne faut pas sous-estimé, et c'est le club évidemment de David Moyes. On se souvient qu'il a quand même passé 11 saisons là-bas entre 2002 et 2013 avec Fellaini notamment. Il est revenu en janvier 2025 pour remplacer Sean Dyche, le club était en difficulté, et regardez, ça a quand même tout changé. Les stats notamment de la saison dernière. Il est chez lui. Ouais. Il est chez lui, sa philosophie de jeu cadre parfaitement avec ce que le club doit être dans son ADN. On a souvent dit dans l'émission que quand les équipes essaient de changer leur ADN, ça peut poser problème. Eh bien, lui, il est revenu aux sources et presque d'un football anglais un peu plus simple quand même. Je ne dis pas que c'est pas réfléchi, mais il y a quand même... Voilà, Et ce qui est étonnant, c'est que c'est longtemps après, c'est quand même... un certain nombre d'années, je ne sais plus exactement. Il est revenu 12 ans après. 12 ans après, voilà. Ça, c'est rare quand même dans le foot. Ce qui accrédite la thèse qu'un entraîneur garde quand même sa ligne de conduite, lui, pendant sa carrière. Oui, qui a aussi un ADN dans un club, peut-être. Oui, et c'est la fusion des deux qui aujourd'hui marche à nouveau. Ça fonctionne, c'est ça. Ça fonctionne. C'est une équipe aussi, Everton, qui prend pas mal de points à l'extérieur. On en a déjà à l'extérieur. Oui, à l'extérieur, mais également en fin de match. Ouais. Donc il faut quand même toujours jouer jusqu'au bout. C'est les meilleurs avec Liverpool, c'est ceux qui marquent le plus de buts dans le dernier quart d'heure et les temps additionnels. Mais Beto, son buteur, n'a pas joué la semaine dernière, Phil. Ça peut être évidemment un problème, mais bon, il peut aussi très bien revenir. Ces équipes ont quand même chaque fois une semaine pour préparer, à la différence d'un Manchester City ou d'Arsenal qui joue beaucoup plus souvent, évidemment. Oui. Oui, puisqu'en plus, ils jouent lundi maintenant. Voilà. Tout en précisant... ils ont reçu 3 jours de congé, les joueurs de City. Ouais, tout en précisant quand même que Everton n'est pas dans la meilleure dynamique qui soit. Sur les 5 derniers matchs, une victoire. Donc voilà, on va voir. Mais de toute façon, quoi qu'il se passe, City, c'est comme je sais pas. Enfin, c'est City Arsenal. Enfin, quand ils se déplacent n'importe où, de toute façon, même si l'équipe est moins bien, quand City vient, il se réveille. Donc je suis sûr que ce sera un match
spectaculaire. Ouais. Impossible de dire dans quel sens ça va tourner, mais je suis sûr que ce sera spectaculaire. On rappelle que Grealish aussi est blessé quand même du côté d'Everton depuis pas mal jusqu'à la fin de la semaine et jusqu'à ex-City, forcément aussi Grealish. Voilà pour les affiches concernant le titre. Autre affiche, on ne peut pas passer sous silence. Manchester United-Liverpool. C'est le derby d'Angleterre, the Derby of England. Voici les derniers résultats des deux équipes et la situation des deux équipes au niveau du classement. Jean-François, c'est toi qui vas aller là-bas à Old Trafford. Ouais. C'est un match toujours très attendu. Il y a une énorme rivalité entre les deux clubs. Grosse rivalité entre les deux clubs. Alors, en termes de classement, purement de classement, je pense que les deux équipes vont pouvoir quand même rester dans le top 4 malgré cette confrontation-là. Elle ne sera pas décisive. Mais ce qui est en jeu, évidemment, c'est aussi le symbole. Le symbole, exactement. Prestige. Le prestige. Et puis peut-être aussi les décisions à venir dans les clubs. Pour les entraîneurs. Pour les entraîneurs, je parle. Notamment Casemiro, qui a annoncé qu'il partait à la fin de la saison. Et tout le monde voudrait qu'il reste maintenant parce que pour la Ligue des Champions l'année prochaine, ils ont besoin de joueurs comme lui. Fernandes, je pense qu'il restera. Il a combien 19 assists cette saison. Il est premier largement devant. Il fait une énorme saison aussi. Je crois que pour Manu, c'est le moment clé de battre Liverpool et d'être 6 points devant eux au classement. C'est le renouveau. De réaffirmer sa position. Le grand triomphe de Michael Carrick, je pense, de réussir ça. mais la question que je me pose, c'est Pascal, il souhaite une défaite de Manchester United ou pas Ouais, qu'est-ce que tu préfères, toi, si tu regardes, parce que tu regardes tous les matchs, j'imagine, ces affiches-là, on les loupe pas. En fait, moi, c'est pas vraiment Manchester United ou Liverpool que je trouve qui sont mes ennemis personnels, c'est plutôt Arsenal. Donc, c'est pas vraiment ça. Mais oui, ce sera stade comble. Liverpool, c'est pas loin. Les trains seront bondés. Il y aura une ambiance. J'espère qu'il y aura plus d'ambiance que quand City a été l'année passée à United, parce que là, c'était très faible du côté de United au niveau de l'ambiance. Mais ici, c'est un match important. Ils sont presque à égalité, donc j'espère que ça va se réveiller du côté de United au niveau ambiance. Liverpool, ils vont amener leur ambiance parce qu'ils sont en déplacement et c'est toujours les fans les plus hardis, qui viennent en déplacement. Donc, il y a toujours, dans les clubs anglais, je remarque que souvent en déplacement, le club a plus d'ambiance que chez eux. Enfin, en tout cas, à City, c'est comme ça. Ok. Par rapport à ce match-là, Salah, blessé, hein. Ouais. Alors, il faut quand même en parler. Enfin, en deux mots, il a peut-être joué la semaine dernière son dernier match à Anfield. Maintenant qu'il est blessé jusqu'à la fin de la saison, puisque même le coach de l'équipe égyptienne s'inquiète pour la Coupe du Monde. Donc, c'est dommage de finir comme ça. Enfin, après, il aura... Et comme on le voit sur l'image, Slot s'inquiète pour lui, là, tout à coup. Ouais. Ouais. Moi, je me souviens, Jean-François, il y a quelques semaines, on parlait de Salah et sous forme de boutade, tu avais dit, s'il pouvait juste avoir une petite blessure musculaire en fin de saison, comme ça, pour les diables, évidemment. Tu vois ? Ah, c'est ma faute. Tu l'as marabouté. Alors là, donc. Voilà. Oui, bon, écoute. Non, enfin bon, voilà, bref. En tout cas, ce serait... Ouais. C'est dommage comme fin de saison pour Salah, après tout ce qu'il a apporté. C'est dommage comme fin de parcours à Liverpool. Mais c'est ça, voilà, fin de saison, fin de parcours, c'est ça que je voulais dire. C'est triste, quoi. Déjà, l'épisode de l'hiver où il va jouer la Coupe d'Afrique, on ne sait pas s'il va revenir. C'était bizarre. Hein. C'était quand même très, très bizarre, après un tel parcours en Première Ligue. C'est la vie, c'est comme ça. Il aurait dû partir il y a un an. Je pense aussi. Enfin bon, quand on voit son salaire cette année, je pense que ça va. Enfin bon, s'il était parti en Arabie Saoudite, il n'aurait pas gagné moins. Hein, donc, enfin bon, ok. Pour terminer quand même notre chapitre anglais, Tottenham a gagné enfin un match en 2026, les gars. Contre le premier décembre. Ok, mais c'est ça déjà. C'est déjà ça. Un gros soulagement, mais finalement, ça n'a pas changé grand-chose dans la lutte pour le maintien, puisque Nottingham et West Ham ont gagné aussi. Voilà, et ils doivent jouer. Aston Villa, il joue lundi aussi, je crois. Oui, mais Aston Villa, il ne gagne plus, donc peut-être qu'il y a un coup à aller... Il faudra qu'il y ait un coup à jouer, parce que s'ils perdent ce match-là, ça va être très chaud. Hein. But de Palhinha, qui est entré dans l'histoire de la saison donc, de Tottenham, première victoire en 2026. Effectivement, Tottenham va à Aston Villa, West Ham va à Brentford, Nottingham va à Chelsea. Ces trois-là, donc, ces trois équipes qui luttent pour le maintien jouent en déplacement. Xavi Simons
blessé Fini jusqu'à la aussi. fin de la saison. Out. Et même pour la Coupe, Coupe du Monde. Il y a toujours des drames comme Ouais. ça. En fin Avec de saison, 4 toujours. joueurs d'Arsenal qui ont été le voir à l'hôpital, ceci dit. Petite histoire, bref, sur la parenthèse. Bah oui, non. D'Arsenal, j'ai dit. Ah, d'Arsenal. Oui, oui, Ah d'Arsenal. ok, pardon, je pensais. Ah oui, oui. D'Arsenal. Ah bah, oui, ils ont été le voir. pourquoi pas. Oh, comme ça, Ce je sont dis. des collègues. Hein. Oui, mais bon. C'est bien, c'est bien. Par parenthèse, je me vais aussi passer à un moment donné, je pense, pour mon genou, vous pourrez venir. Ah bah, vous viendrez, hein. on fera ça en visioconférence. Petite parenthèse. Pascal, un mot sur Tottenham, ce serait dommage quand même que les Spurs quittent la Première Ligue. Oui, mais ce sera de toute façon une grosse équipe qui va quitter, puisque ce sera Tottenham, West Ham, Nottingham, ou ce sera de toute façon une perte, un de ces trois-là. C'est des institutions dans le foot anglais, donc oui, ce sera une perte de toute façon. Mais ce sera plus riche pour la Championship, donc voilà. Et je pense qu'ils vont remonter tout de suite. De toute façon, c'est une des trois que je ne cite, à mon avis, vont remonter tout de suite, quoi. Ouais, enfin, c'est pas facile de sortir de la Championship non plus. Enfin bon, Pascal, on va te laisser ici. Un tout grand merci d'avoir participé à cette émission. On te souhaite évidemment bonne chance pour Manchester City. Oh, honnêtement, on a eu un supporter d'Arsenal la semaine dernière et on lui a dit la même chose. Donc on s'adapte. Mais bonne chance quand même. Il y a Jacques Dutronc qui chantait une chanson, hein, je retourne ma veste. Toi, tu retournes pas ton maillot, en tout cas. Voilà. Bon, bonne chance à City, bonne chance au RWDM aussi, même si la saison est un peu... voilà. Parce que la dernière fois, Jean-François m'avait demandé d'amener un maillot. Cette fois-ci, je l'ai amené. Voilà. Merci. Le logo historique. Le logo historique du RWDM. Fabuleux. C'est toute, c'est l'histoire du foot bruxellois, ça aussi. Merci beaucoup, Pascal. À bientôt, hein. Merci à vous. Au revoir. Salut, Pascal. Ciao. Voilà, allez, il est sympa quand même. Hein. On termine ce chapitre anglais avec les rendez-vous, bien sûr, sur Play Sport, le programme. Leeds-Burnley. Brentford, Fulham, c'est important pour West Ham, évidemment. Brentford aussi peut avoir une place européenne. Arsenal, Fulham, on en a parlé. Ça, ce sont les matchs de vendredi et samedi. Et puis dimanche, Bournemouth, Crystal Palace, United, Liverpool, Aston Villa, Tottenham. T'imagines la pression si West Ham a gagné la veille? Ah, évidemment. Évidemment, parce qu'il faut gérer ça aussi. Chelsea, Nottingham, Everton, Man City, lundi. Allez, on passe à présent à notre chapitre allemand. En Allemagne, tous les regards, évidemment, sont pointés sur le Bayern Munich, champion depuis 10 jours, qualifié aussi la semaine dernière pour la finale de la Coupe d'Allemagne, finale que le Bayern jouera contre Stuttgart. Et puis surtout hier, il y avait cette demi-finale aller de la Ligue des Champions. C'était au Paris Saint-Germain face au Bayern. 4-3 pour Paris et un match quand même ultra spectaculaire. 5-4. 5-4. Vous en avez oublié deux, là. Je me suis endormi à un quart d'heure de la fin. Non, c'est 5-4. Comment tu fais pour t'endormir devant un tel match? 5-4. Tu as raison. Extraordinaire quand même, hein, au niveau du spectacle. J'imagine que tous les gens qui regardent sont absolument enthousiastes. Et, on ne s'attend pas non plus. On a pris l'habitude. C'est vrai qu'au niveau des demi-finales de la Ligue des Champions, c'est pas forcément spectaculaire. Mais rappelez-vous, Barcelone face à l'Inter l'année passée, c'était quand même des sacrés matchs aussi. Phil, je pense que ceux qui vont regarder Arsenal Atlético ce soir vont pas avoir la même impression. C'est pas sûr, l'Atlético, ils ont fait des gros scores contre Barcelone. Ils sont moins bons défensivement cette année, mais ils marquent assez facilement. Donc, je ne sais pas. Non, je vais faire le rabat-joie 2 minutes. 5-4, c'est absolument incroyable. C'est sûr qu'on a vu hier des attaques incroyables de feu. Enfin, ça peut être 8-8, hein, ce match, c'est un truc de fou. Après, est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser? Sur la défense. Sur l'aspect défensif du football aujourd'hui. Et moi, j'ai vu hier des équipes qui jouaient beaucoup d'individuels. C'est une évolution du foot qui est un peu bizarre, je trouve. Défend en 1 contre 1 contre des joueurs qui ont un talent incroyable. On a vu vraiment des choses fabuleuses sur le plan offensif. Sur le plan défensif, c'était quand même nettement moins bon.
Ouais, mais pour le Dire ça comme spectateur qui est devant sa télé, ben oui, forcément, c'est... Ça dépend ce qu'on aime dans le foot, hein, Philippe. Oui, mais les gens, ils aiment bien les buts, ils aiment bien... Les gens aiment bien les buts. Non, les journalistes aiment bien les buts et ce qu'on dit le lendemain sur les fonctions. Mais non, là, je suis désolé. Tu peux pas dire. Les gens qui aiment le foot, désolé, ils n'aiment pas que ça. Oui, enfin, moi, je parle de... Oui, ok. Aussi l'organisation, ils aiment aussi la structure. Enfin, je parle de voilà. Sinon, ce serait trop simple. On jouerait toutes les semaines, partout, ce serait 8-8 toutes les semaines. Ce qui était intéressant aussi, c'est le fait que il y a le pénalty qui tombe en milieu de la première mi-temps ou un peu avant. Et il y a quand même la réaction du PSG qui mène 3-1, et puis encore la réaction derrière du Bayern. Donc ce sont des équipes qui ont montré une capacité de résilience dans des situations difficiles qui sont résilience et de talent. Enfin, les attaquants aujourd'hui et de vitesse aussi. Il y a une chose qui est sûre et évidente, c'est que le jeu offensif des équipes a tellement progressé. La qualité individuelle aujourd'hui est tellement phénoménale par rapport à des défenseurs qui ne savent plus individuellement, contrer ça, c'est plus possible. C'est amusant, j'ai vu Donc Louis l'évolution du football, ce sera d'aller rechercher dans le collectif une manière de pouvoir contrer ces attaquants qui sont des extraterrestres. Il y en avait hier, t'imagines, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué d'un côté, Diaz, Kane et Olysée de l'autre, c'est des monstres. Ouais. On verra la suite. Louis Cédric, quand il arrive en conférence de presse, il est époustouflé. Il a dit, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est complètement inattendu. Ça veut dire qu'il a pu préparer ce match autrement aussi. Je ne pense pas que c'était sa volonté d'arriver à un match aussi ouvert finalement. Ouais. Je ne sais pas ce que Compagnie a dit. Je n'ai pas vu de conférence de presse de sa part, mais que ça avait été dur de regarder le match de là-haut. Mais oui, il était, dans la tribune évidemment. Bon, le match retour va être terrible aussi, puisque tout est possible. Oui, important pour le coefficient UEFA aussi. Toutes ces dernières rencontres, rapidement, filant en 2 mots. C'est très serré entre l'Allemagne qui est 3e et l'Espagne qui est 2e. Donc le match d'aujourd'hui pourrait permettre, si l'Atlético fait un résultat, d'augmenter un peu. Mais ça peut changer. L'avantage pour l'Allemagne, c'est que le coefficient est divisé par le nombre d'équipes engagées en Coupe d'Europe. Et il y en a une de moins pour l'Allemagne. Donc, si même le même nombre de points, la division fait que les points sont supérieurs pour les Allemands. Donc, ils sont mieux partis, je pense, que les Espagnols pour obtenir la 5e place maintenant. On verra. Le week-end dernier, c'était la 31e journée. Il reste donc 3 matchs. Comment se sont comportés nos Belges à l'occasion de cette journée? Sambi a rejoué avec Hambourg. Il est monté au jeu. Il revenait d'une petite blessure musculaire. Et Théâtre est resté sur le banc. C'est rare. Oui, bon. Petit passage un peu aussi, saison un peu plus compliqué. À l'image de l'équipe de Francfort aussi d'ailleurs. Ouais. En Allemagne, donc, c'est surtout la lutte pour le top 4 qui est encore intéressante, la lutte pour le maintien aussi, mais surtout le top 4, c'est très indécis. Il y a un gros match qui va se jouer ce week-end entre Leverkusen et Leipzig. Leverkusen est 6e, Leipzig 3e. Est-ce qu'on peut réduire, les gars, on en a déjà un petit peu parlé avant l'émission, est-ce qu'on peut réduire ce match à un duel d'attaquants? Peut-être, oui. Enfin non, on ne peut pas réduire un duel d'attaquants, mais on a vu, que ce sera important. Référence au match de Ligue des Champions de hier. Ouais. Oui, les attaquants aujourd'hui peuvent en effet faire la différence. Surtout ceux-là. Surtout ceux-là. Patrick Schick de Leverkusen contre Jan Diomande de Leipzig. Et en plus, ce sont 2 attaquants qui sont en forme quand on voit leurs stats. Il y en a un qui a 19 ans. Il y en a un qui a 19 ans, Diomande, un autre qui a 30 ans, Schick. Donc voilà, 2 profils qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ils ont un point commun, c'est l'efficacité. Mais pour le reste, rien. Ça, Schick, ceci dit, Schick, c'est marrant, je le connais depuis toujours. Avec les espoirs belges, on avait déjà joué contre la Tchéquie à l'époque. C'était déjà lui qui marquait des buts, c'était déjà lui le crack, c'était déjà lui la star. Et pour autant, il n'a pas fait la carrière qu'il aurait peut-être mérité de faire dans un tout grand championnat et club. Enfin, championnat, oui, mais club, voilà. Enfin, quoique, il était dans l'équipe quand Leverkusen a tout raflé. Donc, Oui, avec Xavi Alonso, évidemment. Le triplé en 2024, je pense, si mes souvenirs sont bons. Il faut préciser aussi qu'on va voir le programme des équipes qui sont concernées par cette lutte pour le top 4. Je veux dire, il y a 3 équipes. Tu fais bien de dire les équipes, parce qu'on oublie Stuttgart dans le coup. Non, ils sont là. Donc, il y a Stuttgart, Hoffenheim, Leverkusen. On n'a pas mis Leipzig, parce que Leipzig est en fait, ils sont bien quasi assurés. Si Leipzig gagne ce week-end,
eh bien Leipzig est assuré de figurer dans le top 4. Hein. Oui, donc, même s'ils ont la 5e place, ils sont déjà assurés, je pense. Hein. Oui, voilà. Donc pour faire le lien avec ce que Philippe dit, c'est 3 pour 2 places ou 3 pour 1 place. Voilà, c'est ça. Et on va revoir parce que les matchs de ces 3 équipes, les voilà, merci. Alors, évidemment, Leverkusen a 2 points de moins que les autres. Et le programme le plus facile, est-ce que c'est pas celui d'Offenheim? En même temps, c'est Stuttgart qui a vraiment la lutte dans ses mains, puisqu'ils vont jouer contre les 2 équipes contre lesquelles, s'ils gagnent ces 2 matchs-là, ça va être compliqué d'aller les chercher, je pense. Voilà. Ouais, il a bien résumé la situation. Stuttgart a les cartes en main. Ouais. Et cette lutte pour le top 4, ici en Angleterre, ça s'est quand même un petit peu décanté sur les dernières semaines, mais là en Allemagne, c'est depuis le début de la saison. Donc je pense qu'on va aller au finish aussi pour cette lutte-là. Et puis on a une petite pensée pour Wolfsburg aussi, au fond. Le maintien, là, ça va être extrêmement compliqué pour ce club qui est quand même historique aussi de se maintenir. Bien, allez, ça nous amène au programme de la Bundesliga sur Play Sport. Bayern Heidenheim, c'est le premier face au dernier. Avec quelle équipe? Avec le Bayern. Oui. Est-ce qu'il laisse tout le monde au repos ou est-ce que voilà? Il fait ce qu'il veut. Je pense. Il fait ce qu'il veut, mais bon, effectivement, je pense qu'il y a quelques cadres qui seront au repos. Leverkusen, Leipzig. N'oublions pas qu'en 2e division allemande, Schalke se rapproche du titre. Hein. Après tant d'années de galère, les supporters de Schalke ont enfin le sourire. Voilà, ce sera face à Düsseldorf et puis dimanche, Mönchengladbach face à Dortmund. Voilà pour cette émission, c'était la 26e de la saison. Merci Jean-François, merci Phil, merci à toute l'équipe technique. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée ou relayée sur Sudinfo, sur le site de Sudinfo, tous les jeudis matins et sur notre page YouTube. Page YouTube aussi. Donc voilà, les réseaux sociaux, vous pouvez nous y rejoindre. Vous le savez. Merci à vous. Passez une belle semaine, un bon week-end et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bye bye.